Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors je dois dire que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation qui m'a été faite de votre association Codeur LPC 31 de porter un peu d'informations sur les avancées de la recherche dans le domaine des surdités. Et je vais discuter non pas l'ensemble du système auditif, je donnerai quelques éléments de la façon dont il fonctionne, mais je me concentrerai essentiellement sur les surdités, leurs causes, leurs mécanismes et les thérapies en développement. Alors, comme il a été précisé juste avant, j'ai rencontré quelques problèmes techniques qui ne sont pas liés à cette salle, mais pour une raison que je ne m'explique pas, je n'ai pas réussi à maintenir l'information qui était sur certaines diapositives, donc je les ai gardées en langue anglaise, mais bien sûr je m'exprimerai de façon à ce que vous puissiez sans difficulté comprendre de quoi il s'agit. Alors, brièvement, cette diapositive, en règle générale, s'adresse plutôt à des personnes, et ce n'est pas rare, y compris des scientifiques, qui n'ont pas compris la place qu'est celle de l'audition d'une façon générale, et pour beaucoup c'est un sens comme les autres, qui consiste à déceler tout objet qui vibre à une fréquence audible. Mais comme vous le savez tous ici, l'audition c'est bien plus que ça, c'est la communication entre les hommes, c'est également le plaisir de jouir de la musique, qui est dit langage de l'émotion. Alors, qui entend dans le règne animal? Eh bien, l'audition se développe chez les vertébrés. Et qui va utiliser l'audition pour communiquer? Eh bien, l'ensemble de ces animaux, mais qui va pouvoir apprendre qui va pouvoir communiquer par la production de sons appris? Eh bien, en réalité, un tout petit nombre d'espèces que vous voyez ici. Les oiseaux, que l'on dit chanteurs, tous les oiseaux chantent, mais ceux qui sont capables de faire l'apprentissage donc de communication orale sont dits oiseaux chanteurs. Les éléphants, rats, baleines, dauphins, chauves-souris et bien sûr l'homme. Alors, il faut savoir que l'audition est un sens qui a fasciné les physiciens depuis bien longtemps, et en réalité ce sont eux qui ont posé les principes du fonctionnement du système auditif, s'interrogeant en particulier sur le fait que nous sommes capables de détecter une énergie acoustique très faible, de déceler une gamme de pression acoustique qui s'étend sur 12 ordres de grandeur et de procéder à une analyse fréquentielle, une analyse du spectre qui s'étend sur 3 ordres de grandeur. Alors je ne vais pas aller plus loin, retenez simplement les principes de l'audition ont été déchiffrés par les physiciens. Alors, durant cette présentation, je discuterai successivement le traitement des sons dans le système auditif, brièvement, les atteintes auditives chez l'homme et la part des gènes, le dialogue entre gènes et environnement. Nous verrons comment l'on passe des gènes de surdité au mode de fonctionnement du système auditif périphérique qui comprend l'organe sensoriel, la cochlée et son innervation. Et ce qu'apporte la génétique, c'est principalement, mais pas exclusivement, le déchiffrage des mécanismes moléculaires impliqués donc dans la reconnaissance des sons. Puis,
ce qu'apporte également la génétique, c'est la compréhension des mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité. Et nous verrons comment ces avancées scientifiques nourrissent aujourd'hui des progrès médicaux, et en particulier, nous verrons que la recherche thérapeutique est en marche. Bon, juste une analyse de ce spectre qui correspond au mot son et qui vous rappelle que les consonnes, ici donc, vous avez dans cet axe vertical les fréquences et en horizontal le temps, la consonne S, la syllabe on, le phonème on, vous voyez que donc on a un spectre continu pour la consonne S et au contraire un spectre pour le phonème on qui est fait de fréquences discrètes qui correspondent à des multiples de la fréquence de vibration des cordes vocales. Brièvement, le système auditif. Au niveau périphérique, nous avons l'oreille avec ses 3 segments, l'oreille externe qui collecte les sons, sons qui font vibrer le tympan, vibrations qui sont transmises par les 3 osselets de l'oreille moyenne. Le dernier, l'étrier, fait vibrer une membrane qui obture l'organe sensoriel auditif que vous voyez ici et là, qui est dit cochlée. Dans la cochlée commence un découpage du spectre fréquentiel complexe que je vous ai présenté tout à l'heure, découpage dans lequel les sons de haute fréquence vont être analysés à la base de la cochlée et ceux de basse fréquence à son sommet, à son apex. Certains établissent un parallélisme entre cette cochlée et puis si vous la déroulez, ce que pourrait représenter par exemple un piano avec ses différentes fréquences. Donc ici, la cochlée avec les neurones qui innervent, qui reçoivent l'information codée par les cellules sensorielles. À partir d'ici, on quitte le système auditif périphérique et on s'engage dans le système auditif central où vont être analysés non seulement les différents paramètres sonores jusqu'au cortex auditif primaire, mais aussi bien d'autres régularités statistiques qui existent, bien des régularités statistiques qui existent dans certains sons. Et à partir du cortex auditif primaire, on s'engage dans un traitement beaucoup plus élaboré des sons jusqu'à la communication entre différents modes sensoriels, en particulier, et ceci vous intéresse au premier chef, la communication qui aujourd'hui concentre beaucoup d'efforts au niveau scientifique, qui existe entre la perception auditive et la perception visuelle. Comment travaille la cochlée? Schématiquement, elle travaille comme ce micro. C'est ce que l'on appelle un transducteur mécano-électrique. Traduisez, elle convertit, comme le fait ce micro, les ondes acoustiques en un signal électrique qui va être propagé par les neurones auditifs avant de gagner donc les différents relais que je vous ai montrés tout à l'heure jusqu'au cortex auditif. Elle effectue également
l'analyse fréquentielle, c'est-à-dire qu'elle décompose le spectre complexe que vous voyez ici des sons en leurs composants élémentaires. Elle travaille également comme un amplificateur, c'est-à-dire qu'elle possède en son sein la propriété qui est associée à un type de cellule d'amplifier le son qui lui arrive. Enfin, j'irai brièvement, elle génère des distorsions acoustiques et elle génère aussi du masquage suppressif. Nous y reviendrons si vous le souhaitez. Donc l'oreille, composée d'oreilles externes, de l'oreille externe, comme je vous l'ai dit, avec le conduit auditif, le tympan, l'oreille moyenne, l'oreille interne, et donc la cochlée, l'oreille interne, avec la cochlée, ici, et l'organe sensoriel de l'équilibre, le vestibule. Alors, tout de suite, un message. L'origine embryologique de la cochlée et du vestibule est la même, et les cellules sensorielles de la cochlée et du vestibule sont très semblables, et de fait, dans beaucoup d'atteintes cochléaires, il y a également une atteinte du vestibule qui contrôle l'équilibre, mais chez l'homme, le cerveau a la possibilité de compenser très largement les atteintes vestibulaires, d'où le fait que même si vous avez une atteinte vestibulaire, souvent, elle passera inaperçue. Étape suivante, on va procéder à une section de ce tube enroulé qui forme la cochlée, qui laisse apparaître le fait qu'en réalité, il est composé de 3 tubes juxtaposés, tous emplis de liquide, et dans le tube du milieu se trouve l'organe sensoriel auditif, c'est-à-dire l'organe qui va convertir le son en signal électrique grâce à la présence des cellules sensorielles. Ici, une autre représentation de ces 3 tubes remplis de liquide, mais une des membranes ici a été endommagée. Là, donc, ce neuroépithélium avec ses cellules sensorielles en bleu, ces cellules sont de 2 types. Retenez les cellules ciliées internes. Ce sont les seules qui envoient un message codé au cerveau. Alors me direz-vous, à quoi servent ces autres cellules qui sont dites cellules ciliées externes? Eh bien, en réalité, c'est elles qui sont à l'origine de toutes les propriétés que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est elles qui amplifient le son. Lorsqu'elles sont endommagées, le seuil auditif s'élève de 60 décibels. En réalité, donc, c'est grâce à leur aptitude à déplacer considérablement cet épithélium qu'elles accentuent la stimulation des cellules ciliées internes qui sont les cellules codantes. Elles ont d'autres propriétés tout à fait remarquables, mais l'amplification est au centre des problèmes d'atteinte de ce neuroépithélium. Alors, cellules ciliées internes, cellules ciliées externes. Au sommet de l'une et de l'autre, vous voyez schématisé sous forme de 3 bâtonnets ce qui constitue ces structures qui coiffent les cellules sensorielles et que l'on appelle touffes ciliaires. Ce sont des structures donc faites de bâtonnets rigides, et c'est au sein de ces structures qu'est traitée l'information de stimulation acoustique. C'est dans ces touffes ciliaires que
l'énergie acoustique, les vagues de stimulation sonore, vont être converties, et je vais vous expliquer comment, en signal électrique. Ici, en V, les touffes ciliaires des cellules ciliées externes, sous la forme d'un U, si l'on veut, les touffes ciliaires des cellules ciliées internes. Revenons à notre neuroépithélium schématisé ici avec ces cellules ciliées internes, ces cellules ciliées externes, les touffes sensorielles, pardon, les touffes ciliaires que vous avez vues tout à l'heure, et l'ensemble est pris en sandwich entre une membrane dessous et un gel au-dessus. Et c'est lors de la stimulation sonore, par un mouvement de cisaillement, la touffe ciliaire, nous allons le voir, va osciller à la fréquence sonore. Alors voici ici les touffes ciliaires que vous voyez des cellules ciliées internes et externes. Alors comment tout cela marche? Vous reconnaissez le neuroépithélium, dit organe de Corti, de la cochlée, la cellule ciliée interne, les cellules ciliées externes, leur touffe ciliaire et le gel qui les coiffe. Eh bien, vous allez voir que lors d'une stimulation, j'espère que vous allez voir et entendre, la touffe ciliaire va s'incliner et nous en verrons les conséquences. Alors, en réalité, elle s'incline, elle oscille. Là, vous n'avez une seule des deux directions qui est mise en action. Ici, une cellule ciliée interne, donc la vraie cellule sensorielle, mais dont le seuil serait à 60 décibels si nous n'avions pas les cellules ciliées externes. La touffe ciliaire, dans laquelle n'est représenté qu'un des éléments qui forment ici, un des éléments qui forment ces trois rangées de bâtonnets que l'on appelle stéréocyles. Et donc en bas, des petites vésicules qui contiennent le neurotransmetteur qui doit être libéré pour engendrer une information sur les neurones auditifs, ici représentés en vert. Je vais actionner cette touffe ciliaire et vous allez voir schématiser l'entrée d'ions qui vont changer le potentiel de cette cellule, ce qui a pour conséquence de libérer les vésicules. Elles libèrent leur contenu, ce qui va activer donc ces neurones. Et ça y est, c'est parti, le codage sur les neurones auditifs. Vous voyez la touffe ciliaire et l'entrée de d'ions. Et regardez bien les petites vésicules, hop, elles fusionnent et vous avez une information qui est générée sur les neurones auditifs. Alors, la prévalence des atteintes auditives, sévères ou profondes, c'est un enfant sur 700 environ à la naissance. On estime qu'un enfant sur 1000 deviendra sourd, sévère ou profond avant l'âge adulte. 2,3% de la population entre 60 et 70 ans souffre d'une atteinte sévère de l'audition ou profonde, et 40% de la population au-delà de 60 ans a une perte auditive qui gêne les échanges conversationnels. Chez l'enfant, vous le savez tous, la surdité sévère ou profonde s'accompagne de difficultés d'acquisition du langage parlé, de la lecture, avec des risques d'échec scolaire, mais qui sont de mieux en mieux maîtrisés. Pour l'adulte qui devient sourd, c'est l'isolement,
la solitude, la perte du lien social, le développement d'un syndrome dépressif qui peut survenir en réaction à cette perte de contact avec son entourage. Alors cette représentation est particulièrement éloquente, qui montre qu'en réalité il y a la plupart des atteintes auditives surviennent avec l'âge. On parle de 5 à 7 millions de malentendants. Il s'agit essentiellement d'adultes qui deviennent malentendants. Pour autant, il y a une petite fraction des enfants qui naissent sourds, sévères ou profonds et ou le deviennent avant l'âge adulte. Alors venons-en aux gènes qui sont impliqués dans la surdité. Traduisez, la surdité est héréditaire dans un bon nombre de cas. Dans les pays développés, où les causes infectieuses sont bien plus rares, la surdité, surtout s'il s'agit de la surdité sévère ou profonde, est quasi exclusivement d'origine héréditaire, si l'on accepte les infections par le cytomégalovirus. Donc ça, c'est un message important. La plupart des surdités sévères ou profondes sont donc d'origine génétique. Il s'agit en règle générale de l'atteinte d'un seul gène. C'est ce que l'on appelle des atteintes monogéniques. Vous verrez que si chaque atteinte est en rapport, chaque forme de surdité sévère, précoce, est en rapport avec l'atteinte d'un seul gène, en réalité, un grand nombre de gènes, un à un, lorsqu'ils sont défectueux, peuvent être à l'origine de ces surdités précoces. Je vais passer tout de suite à ce que l'on appelle les hérédités complexes multifactorielles, c'est-à-dire dans lesquelles on pense que plusieurs gènes sont impliqués et qu'il existe des facteurs environnementaux, et c'est dans cette catégorie, sans en avoir en réalité de preuves, que l'on range la surdité qui se développe avec l'âge, la surdité neurosensorielle, que l'on appelle presbyacousie. Nous avons débuté, il y a plus d'une vingtaine d'années, une démarche pour tenter d'isoler les gènes responsables de surdités sévères ou profondes. Un grand nombre d'obstacles expliquent qu'aucun de ces gènes, lorsque nous avions débuté, n'avait encore été isolé, et le principal d'entre eux est de nature culturelle. Dans les pays développés, les malentendants sont souvent scolarisés dans des institutions spécifiques et par conséquent, ils forment des familles dans lesquelles vont être transmis possiblement non pas un, mais 2 gènes responsables de surdité, et on ne peut pas tracer la transmission d'un gène venant du père versus de la mère, gène atteint, puisque, en règle générale, l'examen clinique, en tout cas tel qu'il était il y a une vingtaine d'années, ne donne pas de critères suffisants pour distinguer une surdité d'un type versus d'un autre. Alors, c'est en développant des collaborations avec des collègues ORL et également des collègues scientifiques dans des pays où la consanguinité est forte, alors que nous avons pu accéder à ces gènes. Alors, brièvement, la plupart des surdités, la plupart
des surdités sévères ou profondes, héréditaires, sont ce que l'on appelle transmises sur un mode récessif. On traduit cela par le fait que, typiquement, père et mère portent, pour un gène donné, qui est présent en 2 copies chez chacun d'eux, une anomalie, une altération d'une des copies. Pour autant, ces parents entendent normalement. Mais les enfants qui recevront du père comme de la mère la copie altérée du gène qu'ils portent seront malentendants. Ceux qui recevront une copie altérée d'un parent et une copie normale de l'autre entendront normalement. Bien sûr, ceux qui reçoivent 2 copies, la copie de chaque parent qui est non altérée, entendent normalement. Alors, le bilan. Le bilan est le suivant. Aujourd'hui, pour 95 formes de surdité, le gène a été identifié. Donc on peut dire que c'est quand même une véritable révolution quand nous avons abordé ce domaine de la science et de la médecine. Pas un gène n'avait été identifié. En conséquence, le seul terme qui existait pour qualifier ces surdités, pour la plupart neurosensorielles, c'était surdité neurosensorielle sévère et profonde. On va toujours un peu de musique pour accompagner. Alors aujourd'hui, que sait-on? On sait que derrière ce terme de surdité neurosensorielle se cache au moins une centaine d'atteintes différentes. Et en réalité, comme nous ne connaissons pas aujourd'hui l'ensemble des gènes, mais pour sûr l'ensemble des gènes responsables des atteintes les plus fréquentes en Occident, on peut, donc vraisemblablement, on attend in fine probablement 200, peut-être 300 gènes responsables de surdité. Chaque atteinte de ces gènes peut, a priori, engendrer des effets qui sont distincts. Et donc, il faut pouvoir, si l'on veut développer des thérapies, il faut accéder à chacun des mécanismes défectueux dans les différentes formes de surdité. Alors au passage, j'aimerais mentionner donc le gène qui code pour la connexine 26, qu'aucune étude d'épidémiologie génétique n'avait même pointé l'existence d'un gène qui, à lui seul, rendrait compte d'un très grand nombre de surdités congénitales sévères ou profondes. Or, aujourd'hui, autour du bassin méditerranéen, on sait que l'atteinte de ce gène qui code pour la connexine 26 rend compte jusqu'à 50% des cas de surdité congénitale ou sévère. Eh bien, nous quittons l'homme pour passer aux modèles animaux. Pourquoi ? Ce que l'on peut apprendre en termes de mécanismes défectueux dans une surdité donnée est très limité chez l'homme. La raison en est la suivante. Nous n'avons pas accès aujourd'hui directement à la cochlée. Nous ne pouvons pas visualiser les cellules qui sont présentes dans la cochlée. Contrairement à nos collègues qui travaillent sur la rétine, où ils ont directement accès à, ou même maintenant à l'échelle cellulaire, de chacun des photorécepteurs qui composent cette rétine. Ici, rien de semblable. On ne peut donc en aucun cas mettre le doigt sur les anomalies morphologiques qui vont être associées aux atteintes génétiques. Quant aux épreuves qui permettent d'avoir une idée, les épreuves audiométriques, du seuil auditif, ou d'autres épreuves qui mesurent les réponses électriques le long des voies auditives
lorsque un son est présenté à un individu, leurs résultats sont relativement sommaires. Ils pourraient donner beaucoup plus d'informations qu'ils n'en donnent aujourd'hui, mais tant qu'il n'y a pas une mise à plat des mécanismes défectueux grâce à ces modèles de souris, on doit dire que les ORL, aussi bien que les professions en général qui travaillent sur l'audition, ne sont pas très encouragées à examiner finement la signification des résultats qu'ils obtiennent chez les patients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle animal? Eh bien, un modèle animal, c'est un animal chez lequel le gène qui est altéré chez l'homme, présent, a été altéré de façon artificielle grâce à des méthodes génétiques. Et ce qui est tout à fait remarquable dans notre cas, ce qui n'est pas le cas général, ce qui est loin d'être le cas pour l'ensemble des maladies, les atteintes auditives chez la souris miment fidèlement les atteintes observées chez l'homme. En d'autres termes, un gène responsable de surdité chez l'homme, inactivé chez l'homme, lorsqu'il est inactivé chez la souris, systématiquement on observe le développement d'une atteinte auditive qui, lorsque l'on revient chez les patients, a toutes les caractéristiques escomptées. Alors ensuite de ça, ces modèles murins, je passerai rapidement, sont étudiés avec ce que l'on appelle des approches interdisciplinaires, analyse morphologique. Il faut déceler là où se trouve la protéine qui est codée par ce gène. Le gène n'est informatif que grâce à la protéine qu'il code. Où se situe la protéine, c'est déjà un élément d'information. Ici, par exemple, celle-ci se situe dans la touffe ciliaire. Donc on attend une anomalie de la touffe ciliaire. Chez l'animal, on peut enregistrer un certain nombre de réponses électriques, plus finement que chez l'homme, parce que l'on peut également les manipuler, et puis on peut aussi procéder à des analyses électrophysiologiques après prélèvement de la cochlée, mesurer les courants, dont ce courant de transduction dont je vous ai montré les ions qui passaient à travers la touffe ciliaire, et puis jusqu'à la biochimie, les structures dans l'espace de chacune des protéines et la façon dont elles interagissent. Alors, un exemple qui, à mon sens, est particulièrement éloquent est celui d'un syndrome, c'est-à-dire d'une surdité associée à d'autres signes cliniques, heureusement rares, qui s'appelle le syndrome de Usher. Les enfants atteints de ce syndrome sont, lorsque le syndrome de Usher est de type 1, sourds profonds à la naissance et deviennent progressivement aveugles, et ils ont également des troubles de l'équilibre. En termes de compréhension, l'ensemble de ces gènes nous a permis de montrer qu'ils codent pour des protéines qui établissent les liens fibreux entre les bâtonnets des stéréociles qui composent la touffe ciliaire, et nous avons pu accéder au cœur de la machinerie de mécanotransduction. C'est-à-dire que nous avons pu accéder à cette machinerie de conversion sans laquelle vous ne pouvez absolument rien entendre. Alors aujourd'hui, on peut dire que les atteintes cochléaires dans les surdités héréditaires, elles touchent souvent la touffe ciliaire. Elles touchent la touffe ciliaire et donc également la membrane qui vient stimuler ces touffes ciliaires. Elles touchent les synapses des cellules ciliées internes qui libèrent le neurotransmetteur. Elles touchent les équilibres ioniques parce que le flux d'ions à travers la cellule ciliée interne nécessite des équilibres ioniques fins et très bien régulés
dans les liquides de l'oreille interne et elle touche également le métabolisme antioxydant. Une illustration des anomalies de la touffe ciliaire. Ici, la touffe ciliaire des cellules ciliées externes d'une souris normale, là, les touffes ciliaires des cellules ciliées internes. Ici, en fort grossissement, celle des cellules ciliées externes dans des animaux normaux. Tantôt, les touffes ciliaires vont être mal orientées. Tantôt, elles vont être trop courtes. Tantôt, c'est l'intégrité de la touffe ciliaire qui est perdue. Tantôt, les stéréocyles sont trop longs, ils fusionnent. On a un ensemble de cas de figure très divers. Cependant, ce que nous cherchons à faire ensuite, c'est pour ces différentes atteintes auditives, à essayer de voir si les gènes impliqués, en réalité, pour certains d'entre eux, ne sont pas impliqués dans les mêmes mécanismes. Pourquoi ? Dès lors que l'on a mis en évidence l'implication de ces gènes dans un même mécanisme, on peut alors tenter de trouver dans cet ensemble quelle est la meilleure cible thérapeutique. De la souris, on va automatiquement retourner à l'homme, et je vais vous traduire cette diapositive qui résume aujourd'hui, en pratique quotidienne, ce que doit améliorer ces recherches. Premièrement, la qualité du conseil génétique. La possibilité de faire un diagnostic moléculaire, c'est-à-dire d'identifier les altérations dans l'ensemble de la petite centaine de gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, permet, dès la naissance du premier enfant, de se poser la question d'une atteinte génétique et, si tel est le cas, d'informer les parents sur le risque de récurrence, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un autre enfant atteint de surdité. Avec cette identification moléculaire, se sont engagés à travers le monde beaucoup de groupes pour tenter de décrire finement l'atteinte clinique associée à l'altération des différents gènes et en particulier d'en décrire l'évolution probable. Ensuite, en ayant déchiffré les mécanismes qui sont défectueux dans chaque forme de surdité, eh bien, nous sommes en mesure de guider, via le diagnostic moléculaire, l'approche qui doit être faite, la façon dont ces patients doivent être ou non guidés vers l'implant cochléaire ou utiliser des amplificateurs conventionnels. Je reviendrai sur un exemple qui est particulièrement éclairant, que l'on appelle les neuropathies auditives, pour lesquelles le clinicien est généralement dans l'embarras lorsqu'il diagnostique, et là c'est la seule forme de surdité que l'on peut différencier des autres parmi les surdités neurosensorielles par des signes cliniques. Il sait bien, et j'y reviendrai, que selon le siège de l'atteinte, selon que l'atteinte se situe au niveau des cellules ciliées internes, l'implantation cochléaire devrait être parfaitement efficace, ou que l'atteinte se situe au niveau des neurones auditifs, alors elle pourra être inefficace, puisque l'implantation cochléaire sous-entend, on pense, ne peut être efficace que si le nerf répond de façon appropriée. Donc, un guide d'orientation thérapeutique via le diagnostic moléculaire. Je n'irai pas dans les détails, mais on s'est aperçu que pour certains tests audiométriques, leur interprétation était grossière et que des parallélismes qui sont faits entre l'existence de produits de distorsion pour les spécialistes, qui signifie que la cellule ciliée externe fonctionne, et le fait qu'elle soit capable d'amplifier le son, ce parallélisme n'est pas constant. Ensuite, par le diagnostic
moléculaire, on doit déceler toute personne qui présente, par exemple, une sensibilité particulière à certaines drogues, comme les aminoglycosides, avant d'inclure ces personnes dans des protocoles thérapeutiques, par exemple, ou même lorsqu'il y a possibilité d'utiliser d'autres antibiotiques, éviter, grâce à ce diagnostic moléculaire, d'utiliser les aminoglycosides. Enfin, je vous le disais, la mise en place, donc la découverte des processus pathogéniques est aujourd'hui une nouvelle façon d'explorer l'audition chez les patients. Alors, le diagnostic moléculaire, son bénéfice, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les parents qui ont un enfant sourd, les informer sur le risque de récurrence. Dans le cas de surdité associée à d'autres signes cliniques, comme par exemple le syndrome de Usher, c'est prévenir les parents, alors avec un encadrement qui convient, que ces enfants développeront sans doute une atteinte rétinienne ultérieurement. C'est améliorer, comme je vous le disais, la signification des tests audiométriques, c'est ce qu'ont permis ces études. C'est aussi comprendre qu'il existe dans certaines atteintes ce que l'on appelle de la cochlée une écoute hors fréquence. C'est-à-dire que ce que nous avons vu, c'est les cas suivants, lorsque on s'aperçoit qu'il y a une atteinte sur les hautes fréquences qui est légère, mais qu'en réalité, les produits de distorsion nous disent que les cellules ciliées externes ne sont pas fonctionnelles. Là, quelque part, c'est une alerte parce que ceci est impossible. Si vos cellules ciliées externes ne fonctionnent pas, le seuil auditif s'élève considérablement. Donc, dans ces situations-là, on a affaire à des transpositions naturelles qui existent parfois, où des hautes fréquences sont analysées à l'apex de la cochlée, qui normalement ne traite que les basses fréquences, parce que l'apex de la cochlée, cette partie apicale, est saine, mais la perception des hautes fréquences alors se heurte, la perception des hautes fréquences à l'apex, au bruit environnant. Bruit qui est en règle générale de basse fréquence et qui vient interférer avec la perception des hautes fréquences à cet emplacement. Donc, l'amélioration de la prise en charge des malentendants, et je vais revenir en quelques mots sur les neuropathies auditives. Décrites par Starr, elles ont été décrites au plan acoustique de la façon suivante. Typiquement, quelqu'un qui dit « je vous entends, mais je ne vous comprends pas ». Je vous entends, ça veut dire que j'ai la perception de l'intensité sonore, mais je ne vous comprends pas. La lésion sous-jacente peut se situer au niveau des cellules ciliées internes, ici. Elle peut se situer au niveau des neurones auxquels cette cellule envoie un message codé, avec des implications thérapeutiques pour une surdité profonde bien différentes, comme je vous le disais, pour une atteinte des cellules ciliées internes. Là, l'implant cochléaire doit être fonctionnel puisque les neurones sont préservés, et donc une situation éventuellement très différente lorsque les neurones sont atteints. Situation atteinte de la cellule ciliée interne. C'est le tableau qui correspond à l'atteinte d'un gène qui code pour une protéine, un gène parmi la trentaine que nous avons identifié, que l'on appelle otoferline. Et certaines de ces mutations, au passage, qui conduisent à des surdités prélinguales, certaines correspondent à des surdités qui ne sont présentes que lorsque les enfants ont de la fièvre. Alors, donc, cette
protéine codée par ce gène est présente au niveau des cellules ciliées internes qui ne relarguent pas leur neurotransmetteur. Et là, l'implant cochléaire fonctionne de façon merveilleuse puisqu'il va stimuler les neurones qui, eux, sont préservés. Autre neuropathie auditive, celle qui est en rapport, dont nous avons découvert qu'elle est en rapport avec l'atteinte des neurones, on le savait depuis quelque temps, mais aussi des cellules sensorielles. Et là, nous avons été véritablement interpellés par le fait que, après avoir isolé ce gène, identifié ce gène comme responsable de surdité, il code pour une protéine que nous avons appelée pêche-vaquine, des mutations, d'autres mutations que celles que nous avions décrites ont été rapportées dans la littérature. En parallèle, les patients avaient des atteintes auditives très diverses. Pour certaines qui atteignaient les cellules ciliées externes, pour d'autres non. En règle générale, on attribue cette diversité à des mutations, au fait que les mutations ne sont pas les mêmes d'un patient à l'autre. Jusqu'au jour où, pour une même mutation, on s'est aperçu que certains patients avaient, par exemple, des atteintes des cellules ciliées externes et d'autres non. Alors nous nous sommes demandé pourquoi, avec une même mutation, tantôt aussi on avait une surdité sévère, tantôt une surdité moyenne, une surdité profonde, atteinte d'un type cellulaire versus non atteinte. Comment procède-t-on? Comme d'habitude, on va générer un modèle animal de cette surdité, c'est-à-dire que l'on va inactiver le gène qui code pour cette protéine, qui dans ce cas s'appelle la pêche-vaquine, abrégée en PJVK. Et on s'est posé la question, est-ce que chez ces animaux qui ne produisent plus de pêche-vaquine, on a aussi une hétérogénéité en ce qui concerne la sensibilité de la cochlée, par exemple, la sensibilité des produits de distorsion? Eh bien, en bleu, les souris normales, pêche-vaquine++, en rouge, les souris dont le gène de la pêche-vaquine est inactivé. Vous voyez la dispersion des points, on retrouve ce que l'on avait vu chez l'homme, c'est-à-dire une très grande hétérogénéité aux tests audiométriques. Alors on s'est demandé d'où peut venir cette hétérogénéité. Alors, en règle générale, pour une même mutation, s'il y a hétérogénéité, on peut penser que ceci est dû soit au fait que, en dehors de ce gène, il y a des variations dans le génome de ces souris n'étant pas homogène, qui expliquerait la variabilité de seuil, par exemple, ou bien est-ce que c'est l'environnement qui diffère? Et nous avons eu l'idée de répartir, après une observation faite un peu au hasard, où nous avions vu que on avait noté que selon le nombre d'animaux par cage, le seuil auditif était plus ou moins haut. Donc nous avons réparti des souriceaux en 2, 4, 6, 12 par cage, examiner leur seuil. Eh bien, plus le nombre des souriceaux était important par cage, plus le seuil s'élevait. Or, les souriceaux vocalisent de façon extrêmement intense à la naissance. Au moment en particulier de l'allaitement, au moment où ils vont se précipiter sur leur mère, ils vocalisent de façon très intense, d'où l'idée que leur propre vocalisation, enfin celle de leurs congénères, pouvait les autotraumatiser au plan acoustique. Alors nous avons ensuite de ça testé très directement si le seuil auditif variait chez des animaux mutants, tout d'abord chez des animaux normaux, sans mutation, lorsqu'ils sont exposés à une stimulation sonore brève, il n'y a pas de variation du seuil. Lorsque les animaux dépourvus de pêche-vaquine le sont, au contraire, le seuil s'élève. Donc nous avons là affaire
a une susceptibilité génétique à l'exposition sonore, c'est-à-dire dans notre jargon ce que l'on appelle ces formes de surdité liées au bruit, noise induced hearing loss. Tout ça c'est parfait, mais est-ce qu'il en est de même chez les patients? Alors évidemment, on ne va pas traumatiser les patients en leur présentant des énergies acoustiques très élevées. Ces patients, ils avaient été regroupés par une de mes collègues iraniennes, donc nous avons dû mettre en place un système qu'ils acceptent de venir à Téhéran. Ce sont des familles qui vivent dans les montagnes à la frontière avec l'Afghanistan, en leur expliquant que nous pensions avoir une explication à leur atteinte auditive. Et nous avons procédé à un test tout à fait standard qui chez l'homme donc correspond au potentiel évoqué acoustique, c'est-à-dire que l'on présente une stimulation acoustique, on a des électrodes sur le crâne et on enregistre la réponse électrique dans les premiers relais jusqu'au colliculus. Que voit-on? Normalement, cette stimulation est faite par 1000 clics. C'est tout à fait standard dans n'importe quel examen de ce type auquel vous pourriez vous soumettre. 250 clics, on arrête et on moyenne le résultat et on voit les ondes attendues. 500 clics, on voit que les ondes commencent à s'effacer. 1000 clics, il n'y a plus d'ondes et leur distance s'allonge. On laisse les patients une dizaine de minutes dans une ambiance silencieuse et on recommence le test. 250 clics, ils ont récupéré, les ondes sont normales. 500 clics, pas d'ondes, clics a fortiori, pas d'ondes. Donc, le résultat est le suivant. Les patients qui ont des mutations dans ce gène sont aussi hyper vulnérables au son. Je dis bien hyper vulnérables parce qu'en aucun cas ce type d'examen ne modifie les ondes en cours d'examen normalement. Chez une personne normale. Donc nous avons affaire à quelque chose donc, qui nous amène à discuter ce qu'est la cause principale des surdités qui sont d'origine environnementale, c'est-à-dire le bruit. On estime qu'à échéance de 2030, 85% de la population mondiale vivra dans les villes et selon l'OMS, 1 milliard de personnes seront soumises à des sons dont l'énergie acoustique est telle qu'elle représente un danger pour l'audition. Donc c'est un sujet de préoccupation tout à fait majeur. L'explication, nous l'avons maintenant, ce gène code pour une protéine qui est associée à une structure, un organite que l'on appelle le peroxysome. Retenez simplement cet organite, ce qu'il fait. Il détruit ce que l'on appelle les composants toxiques que l'on appelle les espèces réactives de l'oxygène. Plus vous êtes stimulé par le son, plus vous sollicitez l'activité cellulaire, plus vous avez de production de ces espèces réactives de l'oxygène qui peuvent détruire tous les composants cellulaires. Donc la cellule sensorielle est équipée pour neutraliser ces espèces toxiques. Et ce que nous avons mis en évidence, c'est que cet organite particulier joue un rôle essentiel dans la détoxification donc, des espèces réactives de l'oxygène. Plus, revenons à des souris normales, nous avons vu qu'exposé au son, un des premiers signes, les peroxysomes, à l'état normal, prolifèrent. Donc, ceci est un système de protection naturelle contre la stimulation sonore, système donc qui est défaillant chez les personnes qui sont atteintes dans le gène qui code pour la pêche vaquine. Donc, ce peroxysome a un effet antioxydant. Corollaire de ça, eh bien, chez ces personnes
qui portent des mutations dans ce gène, il n'y aura pas de prolifération des peroxysomes, et même, ils vont être détruits, ces peroxysomes. Donc, elles doivent éviter les environnements bruyants. Quant aux prothèses auditives, les prothèses conventionnelles et les implants cochléaires, ils auront un effet délétère sur le système auditif de ces personnes. Alors, tout de suite, pour éviter un vent de panique, à présent, nous avons donc un gène, qui est peu atteint dans les populations qui vivent sur le territoire, essentiellement j'ai parlé de l'Iran, la Turquie, en Asie, il y en a beaucoup aussi en Chine, il y en a peu chez nous, mais le mécanisme qui est défectueux, va impliquer d'autres gènes, d'accord? Donc, attention, ce qui signifie que, voilà, les personnes, d'ailleurs aujourd'hui, il y a un grand nombre de réactions, de personnes qui ayant lu cet article qui vient de paraître, m'écrivent, y compris des États-Unis, en me disant « mais je crois que j'ai ça, chaque fois que je suis exposé au son, j'entends plus rien ». D'accord? Bon, peut-être l'atteinte d'une autre molécule impliquée dans ce mécanisme, sauf qu'on peut imaginer associer des antioxydants. Alors, ça, c'est ce qui reste à voir. Et donc, la chose importante aussi, c'est que ce mécanisme pourrait être impliqué dans la presbytie acoustique. Alors on en vient à quelque chose qui est plus souriant, mais j'insiste, je pense que dans le futur, nous serons en possibilité, nous sommes déjà, d'identifier les personnes chez lesquelles l'implant cochléaire ou l'amplificateur a peu d'effet, voire peut-être délétère, pour avoir des prescriptions adaptées à chaque forme de surdité. Les traitements, qu'est-ce qui se décide? La masse des connaissances qui a été accumulée au cours des dernières années permet d'envisager des approches type pharmacologique, permet d'envisager des thérapies cellulaires avec comme premier objectif, par exemple, de remplacer les neurones du ganglion spiral atteint, et bien sûr, ce dont vous avez entendu sans doute très largement parler, la thérapie génique. Alors la thérapie génique, dans son expression la plus simple, c'est faire exprimer dans la cellule qui en a le besoin le gène sous sa forme normale, qui est gène qui est défectueux chez la personne. Ce gène va ensuite de ça coder pour la protéine. Alors il ne faut pas croire qu'il suffit de claquer dans les doigts pour que ça fonctionne. Pourquoi? Il faut pouvoir adresser, disons, faire en sorte que c'est la cellule qui a besoin de ce gène qui l'exprime. Il faut surtout pouvoir intervenir à un moment où la cellule n'est pas encore détruite. Pour que le gène soit efficace, il faut que le contexte cellulaire accepte ce gène, traduise ce gène en protéines et que l'atteinte ne soit pas déjà irréversible. Donc, beaucoup de conditions, mais malgré tout, des espoirs, avec un certain nombre de résultats. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont des résultats obtenus chez l'animal. L'animal, porteur de mutations chez l'homme, est encore en quelque sorte le passage obligatoire pour valider l'approche thérapeutique, et qu'il s'agisse d'approches pharmacologiques, cellulaires ou géniques. Alors, par exemple, dans l'atteinte de la pêche-vaquine, en ce qui concerne la pharmacologie, nous avons vu qu'en utilisant un antioxydant assez banal, qui s'appelle le N-acétylcystéine, eh bien, la N-acétylcystéine, on fait baisser légèrement le seuil auditif. Cet antioxydant n'a aucun effet sur les cellules ciliées externes, un effet modeste sur les cellules ciliées internes, mais un très bon effet sur les neurones. L'approche génique, le transfert du gène. Le transfert du gène peut se faire, le transfert du gène ad integrum, le gène en règle générale, jusqu'à présent, nécessite d'être vectorisé, c'est-à-dire
d'être amené à la cellule via un vecteur qui est de type viral, mais un virus inoffensif, que l'on appelle AAV pour Adeno-Associated Virus. Il va ou non transduire, ce que vous entendriez peut-être sous forme d'infecté, mais on appelle ça transduire quand il s'agit de virus, un type de cellule ou un autre selon les protéines qu'il porte à sa surface. Ainsi, vous voyez ici par exemple des adénovirus qui ne vont transduire que les cellules ciliées externes ou que les cellules ciliées internes, ou les deux, et d'autres qui vont transduire les neurones et pas les cellules sensorielles. Dans le cas de la pêche vaquine, nous avons pu montrer qu'en utilisant un adénovirus qui porte la copie sous la forme d'ARN, mais peu importe du gène de la pêche vaquine, on abaisse le seuil auditif du côté de l'oreille traitée et on augmente la réponse auditive. Et on a une corrélation qui est très intéressante entre le nombre de cellules qui sont transduites par le virus et l'abaissement du seuil, ou le nombre de cellules transduites par le virus et l'élévation de la réponse des cellules ciliées internes. Même chose au niveau des neurones, on réverse très bien l'atteinte neuronale, y compris son hypersensibilité au son, par un vecteur viral qui est d'un autre type d'AAV, qui exprime donc le gène qui code pour la pêche vaquine. Voilà. Et dernier élément, dans ce domaine de la thérapie, nous nous sommes engagés dans la réversion d'une autre atteinte, l'atteinte du gène qui code pour une protéine que nous avons appelée SENS et qui est responsable du syndrome de Usher de type 1. Pour faire bref, nous avons, comme précédemment, encapsidé dans un vecteur de type adénovirus le gène qui code pour cette protéine SENS. Et donc, nous l'injectons ensuite de ça dans la cochlée. Nous obtenons au niveau de l'audition une récupération partielle, mais ce qui est spectaculaire, c'est ce que nous avons observé au niveau de l'organe de l'équilibre. Les modèles animaux défectueux dans le sens, comme chez les patients, tout patient atteint dans le syndrome de Usher 1, ont un organe sensoriel du vestibule, un organe de l'équilibre, qui est non fonctionnel. Ils ont donc de gros troubles de l'équilibre. Alors, je vais vous montrer maintenant, illustrer ce qui se passe. Vous avez ici une souris qui est donc au bord d'un bassin, et un des problèmes, les anomalies de l'équilibre se traduisent par le fait que, alors qu'une souris normale nage, une souris qui a un trouble de l'équilibre ne fait que tourner. Comme une folle. Lorsque on a injecté ce gène via un vecteur viral, on a une récupération totale de la fonction d'équilibre. Alors, ensuite, on a également une récupération partielle de l'anomalie de la touffe ciliaire qui est totalement désorganisée chez les mutants et qui est bien plus organisée lorsqu'il y a eu transfert du gène. Et on voit réapparaître des touffes ciliaires qui sont quasiment normales. Alors, ceci trace quelques éléments de la thérapie du futur, puisque jusqu'à présent, on ne peut pas parler de thérapie en ce qui concerne les atteintes auditives, puisque seules existent des approches de type palliative, des prothèses. Donc on entre maintenant, avec un engagement très fort des scientifiques, donc, dans de nouvelles voies thérapeutiques dont vous voyez qu'elles sont multiples. On ne peut pas prédire quelles sont celles qui seront les plus porteuses de succès. Vraisemblablement, c'est une combinaison d'un ensemble d'approches qui permettra de réverser les atteintes auditives, combinaison qui s'appuiera sur ce que l'on sait
des mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité. Alors, là, je ne suis pas très contente, parce que je ne peux même pas vous montrer mes collègues. Faire toucher du doigt, voilà comment... Les acteurs, quand même, hein. Bon. Non, c'est mon ordinateur qui bug. Bon. Écoutez, on va rester là. Je vais répondre avec plaisir à vos questions. Et puis, si entre-temps, il y a une solution qui est trouvée, je serais contente de vous montrer donc, ce film très spectaculaire et de vous présenter mon équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Moi j'ai une question toute simple, excusez-moi, j'ai peut-être quelque chose qui m'a échappé, mais quand vous parlez de diagnostic moléculaire, mais ça sous-entend finalement, c'est un diagnostic génétique? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui, effectivement, peut-être pas suffisamment explicité de quoi il s'agit. Il s'agit d'identifier la mutation, enfin l'altération du gène qui est responsable de la surdité. Voilà. Et donc, de toute façon, si on imagine demain essayer d'exploiter tout ce qui est thérapie génique, ça sous-entend qu'à chaque fois, il faudra avoir fait pour le patient voilà, le diagnostic génétique. Ah oui. D'accord. Okay. Merci. C'est justement ce que... Enfin, il n'y a pas... Que l'on aille par une démarche génétique pour laquelle on fournira peut-être le gène normal correspondant, ou par tout autre type de démarche, il faudra connaître quelle est la implication. Et de ce point de vue-là, le gène et le déchiffrage des mécanismes défectueux est une information indispensable. J'avais aussi une question par rapport à ça. Vous disiez qu'il fallait justement faire ce diagnostic génétique chez l'enfant. Est-ce qu'il est possible de le faire en amont chez les deux parents pour justement anticiper, en fait, et savoir s'il y a des risques justement de surdité Alors à ce moment-là, mon conseil, ça serait pourquoi pas d'en garder tout le génome. Hein. Oui. Alors le futur, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire, on va dire au moins dans les pays développés, dans le futur, chacun aura son génome dans son téléphone portable. Et puis, au fur et à mesure que les informations arriveront, il y aura une alerte, etc. En sommes-nous prêts à entendre toutes les alertes qui vont nous être délivrées avec plus ou moins de fiabilité? Parce que la science a quand même besoin de vérification. Hein. Moi, je pensais dans les cas où justement les risques pourraient être plus élevés, dans les cas où il y aurait justement deux parents sourds, ou alors il y aurait justement des parents, en fait, des personnes qui se marient, qui sont... Absolument. Alors ça se fait déjà, surtout dans les pays où la consanguinité est forte, par exemple. Oui, on tente de façon générale, c'est un message très général, qui n'est pas valable que pour la surdité, de faire effectivement, de diagnostiquer ou de prévenir en tout cas les familles du risque qui est associé à la consanguinité. Alors s'il y a surdité, effectivement, de prévenir le risque de surdité. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. Je suis censée passer le micro, mais donc en fait, moi je fais partie de l'association LPC 31, donc je vous remercie déjà pour votre intervention qui est très claire. Et pas besoin d'aller dans les pays très lointains pour trouver des problèmes de consanguinité, puisque j'en suis malheureusement un bon exemple. Je viens d'une famille bretonne, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de consanguinité. Donc ma grand-mère était malentendante, mon père est malentendant, je suis malentendant, mes frères le sont aussi, et un des enfants l'est également. Alors là, c'est pas là, on n'est pas dans le cas de figure que j'ai discuté, qui était donc autosomique récessif. Hein. Si à toutes les générations, vous ne pouvez pas statistiquement, chaque conjoint
porteur de la mutation ne s'est pas uni avec une autre personne qui avait une mutation dans le même gène. Ça, c'est ce qu'on appelle les transmissions dominantes, c'est-à-dire automatiquement, si vous êtes malentendant, c'est qu'un de vos deux parents l'est, au moins un, d'accord? Ça, c'est la transmission dominante, et en général, ces atteintes sont moins sévères que les atteintes récessives. Voilà, plus progressives aussi. Ok, je vous remercie pour cette précision, parce que justement, c'était l'objet de ma question. J'en ai une autre. Par rapport, quand vous avez parlé des atteintes ciliaires, oui. Est-ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent en fait d'atteintes ciliaires, l'implant cochléaire sera inefficace? Est-ce que j'ai bien compris? Non, pas tout à fait. Si vous avez une atteinte de la touffe ciliaire, le terme cile n'est pas bon parce qu'en fait, pour les biologistes, ce ne sont pas des cils, c'est ce qu'on appelle des microvillosités. Hein. Ce n'est pas les mêmes filaments qu'il y a dans ces microvillosités que dans les cils. Alors non, c'est exactement le contraire, parce que l'implant cochléaire, donc, vous avez un traitement du son, hein, avec une conversion des stimulations acoustiques en stimulation électrique codée, qui court-circuite les cellules sensorielles, et il y a stimulation directe des neurones auditifs. Donc, peu importe si vos cellules sensorielles sont touchées, l'implant cochléaire doit fonctionner de façon tout à fait performante. D'accord, merci. Voilà. Et est-ce que c'est clair, ça? Voilà. Par contre, si vous avez une atteinte du neurone, on peut espérer le stimuler, mais peut-être que la stimulation sera inefficace. Alors là, ceci vous trace, je ne peux pas vous montrer, vous retrace, en fait, vous voyez la trajectoire d'une souris normale, d'une souris qui est défectueuse pour son. Je préférerais vous montrer la souris elle-même. Voilà, vous voyez, elle n'arrête pas de tourner. Et puis quand on injecte le gène, voilà, voilà, ici par exemple, quand elle est complètement défectueuse au départ, vous avez la correspondance entre ça et ça, on restaure un mode de déambulation complètement normal. Et puis là, on a les cellules, les touffes ciliaires complètement désorganisées chez ce mutant et qui reviennent quasiment normales au niveau de l'organe de l'équilibre, le vestibule, sous l'effet du gène. Et ici un autre exemple, vous les voyez à nouveau chez le mutant qui n'a pas cette protéine sens, après vectorisation du gène, voilà, où là, vous les voyez aussi, regardez cette jolie petite touffe ciliaire qui apparaît maintenant chez ce mutant à la place de cette désorganisation complètement totale qu'on a vu tout à l'heure. Et quand même, mes collègues à l'Institut Pasteur, hein, voilà, ce sont eux les acteurs passionnés, hein, de ce travail. D'autres questions? Donc, merci beaucoup. Et je vous invite à faire une petite pause. Donc, vous avez quelques rafraîchissements, un petit gâteau au fond de la salle si vous voulez. Et on reprend dans un petit peu moins d'un quart d'heure.